Apéro conclusion hâtive. Conférence Ouest, l'Est est déjà sorti. Vous pouvez vous régaler avec Exactement. des techs magnifiques sur Tyrese Haliburton, Paolo Banchero Doc Rivers. et Peyton Pritchard. Ouais. Voilà. Régalez-vous dans l'apéro conclusion hâtive de la conférence Est. C'est déjà sorti. On est là avec vous à nouveau, mais cette fois vous parlez de la conférence Ouest. On s'installe tranquillou. On est très content avec Léonce, Alex et Bibi de démarrer cette saison 24-25 avec vous. Oui, vous allez avoir des apéros. Ne vous inquiétez pas, fallait juste nous laisser préchauffer comme le reste des joueurs en NBA. Ça y est, on est à 3-4 matchs de jouer par franchise. C'est ça, exactement. Donc bah ça y est, c'est bon, ça se dessine. Les tendances sont claires. On peut faire le dessin de fin de saison de la NBA. Ouais. On sait comment ça se passe. Évidemment, vous aussi, vous savez comment ça se passe. Eh bien, c'est très simple. Nous, on va envoyer nos takes. Elles sont très très drôles, mais vous aussi. Je sais que vous en avez des belles. Et on ne pourra pas couvrir les 200 joueurs de la conférence Ouest et un peu plus avec les 15 franchises. Donc, on a besoin aussi de vous. Des moindres petits détails jusqu'aux grandes takes bien évidentes. On fait un petit rappel avant ça ? Petit rappel, tout à fait. Je vous rappelle évidemment, mesdames et messieurs, que qui dit reprise de la NBA dit aussi possibilité de regarder la NBA en direct avec le NBA League Pass. Si vous allez dans le premier commentaire de cette vidéo, lien épinglé, vous avez tout un tutoriel pour notamment bénéficier du student discount pour avoir le NBA League Pass à moins 40%. J'ai bien dit moins 40% pour allier les études et le ballon orange. Exactement. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça permet, comme vous le savez, de regarder tous les matchs en live. Il y a pas mal de highlights, il y a surtout un truc que j'aime bien, moi. C'est le All Possessions Game. Je trouve que c'est vraiment un outil vraiment de grande qualité pour pouvoir comprendre un match, la physionomie et tout. Je sais que pas mal d'entre vous l'utilisent déjà, notamment nos meilleurs analystes tactiques qui, le lendemain matin, te regardent ça et ça t'évite de te taper 2h15 d'un match avec des reviews interminables. Salut Pacers Sixers en fin de match et tout. Tu te fais le All Possession Game, t'en as pour 40 minutes environ, un truc comme ça, et hop, c'est fait. Le temps réel de basketball, en fait. Ouais, même un peu moins parfois, parce que parfois ils t'enlèvent des lancers et tout. Non, c'est formidable. Donc, que ce soit pour du match en direct, pour que ce soit du match solo ou 4 à la fois, si vous êtes sur ordinateur ou sur smartphone, vous pouvez regarder comme d'hab avec le NBA League Pass. Nous, ça fait des années qu'on bosse et qu'on kiffe avec le NBA League Pass, donc n'hésitez pas à foncer dessus, c'est un classique. Qui dit reprise de NBA aussi dit TTFL, mais pas que. TTFL, vous le savez, Bastien et moi, nous sommes des très sérieux clients en TTFL. On est marre. Hein. Est-ce que juste on enfile les Vespics. Hein. Est-ce que les deux leaders de la team Trash Talk sont assis à cette table? Oui, il me semble que moi je resserre la main. Et Team Trash Talk qui est genre, je sais plus combienième on est. Top 120. 60e ou... Non, t'es fou. Moi j'avais vu 120e. Non. Ah pardon, moi c'est mon classement général, je suis 120e. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes devant Bastien, franchement, vous pouvez lever la main parce que respect. Bref, tout ça pour dire que la NBA a non seulement un League Pass, mais aussi une fantasy. Absolument. J'en ai parlé, j'ai expliqué un peu dans la vidéo sur l'Est, mais je peux vous le redire. Yeah. C'est complètement différent de la TTFL. Ça demande les mêmes skills d'expertise, mais on les utilise différemment. C'est-à-dire que là, il faut construire une équipe avec un budget 100 millions. Les joueurs ont des valeurs plus ou moins, évidemment, fonction de leur niveau, quoi. C'est-à-dire que oui, Nikola Jokic, c'est plus cher que Michael Porter Jr. Si vous regardez Denver jouer, vous comprendrez pourquoi. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est très très vrai. Voilà. Donc vous faites votre équipe, 10 joueurs. 10. Et ensuite, en fonction des performances qu'ils vont faire pendant la semaine, vous aurez des points qui sont calculés par un algorithme. Je vous conseille d'aller bien checker comment ça fonctionne, parce qu'il y a des coefficients qui sont appliqués, les 3 points et tout. Enfin bref, c'est un peu technique, c'est bien geek, mais c'est assez intéressant. Après, chaque semaine, vous pouvez remodeler votre effectif, faire donc des sortes de transferts. Voilà. Et il y a pas mal de trucs à gagner aussi. Bref, allez faire un tour, c'est la fantasy de la NBA. Exactement, NBA Fantasy. Tous les liens sont dans la descro, donc dans le premier commentaire épinglé, pardon. Donc vous pouvez retrouver tout ça, et comme ça, on passe une belle saison NBA tous ensemble. C'est ça la reprise. Voilà. Ça qui est beau. Et sinon, on a quelques conclusions. Ben oui, on a les conclusions hâtives, car nous sommes ensemble pour envoyer de la grosse take. Et je sais que là, il y a du monde qui est capable, surtout à l'ouest. Hein. Là, à l'ouest, on y va. Là, c'est la jungle. On y va. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Moi, je vous attends aussi en commentaire. Première conclusion hâtive, Alex, qu'est-ce que tu as envie de nous sortir sur l'ouest? Vous pouvez ranger, malheureusement, vos Français, vos rookies, tout ça, vous pouvez tout ranger. Le rookie de l'année, ça sera Ryan Dunn. Bien évidemment que c'est un style, mais l'autre, si le shoot se confirme, c'est même plus un style à ce niveau-là. C'est un style S-T-E-A-L majuscule, quoi. Eh bien. Parce que j'avoue que moi, j'avais bien aimé... pourtant,
j'y prête pas forcément trop, je lui donne pas forcément trop de crédit, mais la pré-saison, j'avais bien aimé ce qu'il avait proposé. Mais là, l'autre, t'as l'impression qu'il a déjà progressé. C'est-à-dire que là, il arrive en NBA, il arrive avec un tir. Qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre les stats. Non, je vais me les trouver après, on s'en fout. Mais en gros, le two-way joueur, two-way, pas contrat, two-way. Je te confirme qu'il ne sera pas tout. Hein. Non. C'est un swingman, c'est un 3 qui peut jouer 2, qui peut bricoler en 4. 1m98, la centaine de kilos, superbe athlète, costaud. 4 tirs à 3 points tentés par match, 44% de réussite. Voilà. Et alors il joue avec Booker, KD et tout, donc vous inquiétez pas que 1, il reçoit les ballons, 2, forcément il a des espaces parce qu'il joue avec des attaquants élites. Et comme la défense de Phoenix est loin d'être élite, en revanche, lui, à titre individuel, à lui tout seul, il est limite une raison pour que Budenholzer se dise putain, Bradley Beal, il va falloir que je foute 6e homme parce que ce mec-là doit être dans mon 5, il m'équilibre trop ma défense. Ou Nurkic. Mais c'est plus compliqué, c'est pas le même poste, quoi. C'est le pivot. Non mais j'entends, mais c'est le pivot quand même, c'est pas pareil. Au rebond, bref, c'est différent. Mais en tout cas, Ryan Dunn, il a bouffé Luka Doncic, il a vu Luka Doncic arriver, Luka Doncic a passé un mauvais moment. LeBron, hein. LeBron James. Et ce qui est assez fou, c'est que sur Luka Doncic, il a défendu donc fort sur l'homme, tout en intelligence, parce que Luka Doncic, t'es pas forcément, il est grand, il est costaud, mais Ryan Dunn a bien résisté, mais surtout il a été intelligent, il a pas fait trop de fautes bêtes, il a extrêmement bien contesté les tirs, il a extrêmement bien contesté aussi la possibilité pour Doncic d'avoir la balle, donc sur l'homme, moi je l'ai trouvé extraordinaire, hyper intéressant. C'était le scouting report, hein. Le mec allait débarquer en NBA en étant un défenseur monumental. Mais c'est, mais là, c'est au-delà des espérances, c'est un délire, c'est-à-dire que il peut switcher. Donc sur l'homme, je viens de le dire, gros pitbull très chiant. Il peut switcher, là, on l'a vu, là. Déjà, défendre Doncic et LeBron, c'est pas évident, mais on l'a vu, il peut glisser sur du Kyrie, il peut glisser sur des ailiers un peu longs et tout, il a pas peur. Il navigue extrêmement bien entre les écrans. Fait assez peu d'erreurs défensives. Il est bien placé, il se jette pour contester, mais il fait pas les fautes à la con qu'un jeune pourrait faire. Après, c'est pas un jeune rookie. Ryan Dunn, il a 22 ans, je crois, ou un truc comme ça. Il me fait penser à quelqu'un. À qui? Hyper fort, défensif, qui arrive en NBA un peu tard, qui joue à New Orleans. Herb Jones. Là, il shoot déjà mieux qu'Herb Jones. Hein. Mais oui. Sur un volume... 4 matchs. Sur un volume, bien sûr. Mais... Non, mais oui, bien sûr. Et il est un peu moins long et un peu plus costaud qu'Herb Jones. D'ailleurs, on l'a vu sur LeBron. Ah ouais. L'autre, sur LeBron, Herb Jones, je le mets plus dans la catégorie McDaniels. Je comprends. Les plus longs, mais attends, aussi. Hein. Mais Ryan Dunn, là, vraiment extrêmement impressionnant. Extrêmement tout de suite mature et tout. Et c'est sûr, déjà, 1, il va avoir beaucoup de minutes. 2, t'as déjà Kevin Durant, Booker qui sont en train de le valider. Donc, à mon avis, au sein de l'effectif, dans le vestiaire, genre quand Budenholzer le fait rentrer ou s'il le met titulaire, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de discussion. Et donc je pense vraiment que c'est une dinguerie, mais qui peut être rookie de l'année. Je pense aussi que Budenholzer et son staff sont déjà en train de se dire c'est Nurkic, c'est Tyus Jones, c'est Bradley Beal, c'est lequel qui va sur le banc en fait. Moi je pense que c'est plus un joueur extérieur. Oui. Et il t'équilibre trop ta défense. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il oriente bien aussi. C'est-à-dire que vous connaissez le running gag par rapport à Nurkic, mais même contre Dallas, on l'a vu dans la façon dont les Suns se sont ajustés dans la soirée. C'est que souvent on dit ouais, c'est un super défenseur sur l'homme machin, mais les plus grands défenseurs, on l'a vu avec Kawhi pendant des années. Lui, il est déjà. C'est des mecs qui sont aussi capables de fantastiquement orienter les attaquants dans leur pire zone d'attaque. C'est-à-dire qu'un joueur comme Ryan Dunn, c'est un mec qui va pas juste vouloir lockdown le gars devant lui. Non. Une très bonne défense, c'est être capable de comprendre que Luka Doncic, il est très fort de ce côté-là, donc il faut l'orienter plutôt vers l'autre. Bien comprendre aussi qui t'a derrière toi, donc en l'occurrence Nurkic, donc pas l'exposer à un type de défense qui va lui faire des fautes et des N1. Et à ça, il est vraiment impressionnant. Là, comment il défend au poste, il oblige LeBron fucking James à prendre un fadeaway, turnaround. Il en met, LeBron, mais pas le shoot le plus facile, tout en contestant ce tir à plusieurs reprises, sans trop se faire enfoncer au poste. Quand on connaît la taille et la puissance de LeBron James, voilà. Non, franchement, waouh, le rookie, je suis là, je regarde les Suns, j'ai le sourire.
Et c'est pas à cause du jeu d'attaque de KD ou de Booker ou quoi, même si je trouve qu'il y a un début de saison offensif des Suns, mais c'est pas trop une surprise, il y a du talent avec Budenholzer et tout. Crédit à Bud. Crédit à Bud, bien sûr, mais il a le Frank Vogel, il l'aurait laissé bien loin sur le banc, Randon. Bien loin. Bud, là-dessus, il a fait... Ça joue. Moi, je pense qu'il est titulaire, là, d'ici fin novembre. Il est titulaire indiscutable. Il y aura quelqu'un qui va être un peu déçu du côté des vétérans des Suns, mais Brian Dunn va être titulaire. Et ça sera normal. Ou peut-être qu'il sera toujours en sortie de banc, mais qu'il aura un tel temps de jeu. Voilà, tout à fait. Mais peut-être comme Iguodala l'a été. Iguodala, il fait penser à du Iggy à Golden State. Très bien, Iggy. Iggy me fait penser Iggy beaucoup avec un shoot. Côté Golden State, parce que Iggy à Philly, c'était un All-Star avec un super handle qui scorait et tout, donc je lui souhaite, mais tu peux être aussi un super remplaçant qui a un fort temps de jeu, et par contre dans les meilleurs 5 de fin de match, parce que titulaire c'est sympa, mais c'est surtout dans le Money Time ce qui se passe, Ryan Dunn il va être indéboulonnable. C'est incroyable, dans le Money Time, le mec dit tiens tu te mets sur Doncic, dans le Money Time. Et en plus, Phoenix a une marge telle, c'est même pas une marge, c'est un trou de souris, c'est une clé, c'est une porte de... trou pour la serrure. Vous n'avez aucune flexibilité financière, donc il faut faire des jackpots. Non mais flexibilité, on a laissé tomber, c'est voilà. Non mais donc du coup il faut. Quatrième apron. Donc tu dois faire des home runs sur des choix de draft. Là-dessus, respect. Hein. Bien joué mon pote. À confirmer. Bien joué. En plus on est descendu un petit peu à la draft, on a même gratté un petit quelque chose pour l'avoir. C'est bien, c'est magnifique. Pour qui de l'année, je suis un peu sceptique, mais j'entends. Ça va être qui? Il faut beaucoup scorer pour ce trophée. Donc, ça va être qui? Je sais pas, mais il faudra beaucoup scorer pour le trophée. Ouais, mais qui va beaucoup scorer dans les rookies? Voilà. Non, mais... On verra. Voilà. Moi, je te dis que cette conclusion hâtive, elle est peut-être pas allez, foncez sur la cote. Mesdames et messieurs, conclusion hâtive suivante. JJ Redick est le nouveau Pat Riley à Los Angeles. Ça y est, c'est bon. Bravo pour la future place au Hall of Fame. JJ Redick est arrivé chez les Lakers avec tout un tas d'attentes, ça c'était sûr, et puis de détracteurs, ou de gens sceptiques qui voulaient voir ce qu'allait donner JJ Redick. Il n'y a pas de problème. Hein. Le jeu des Lakers, offensivement, on a vu plus de construction avec JJ Redick en 2 semaines qu'on l'a vu avec certains entraîneurs passés en beaucoup de temps. Je n'irai pas jusqu'à cracher à fond sur Darvin Ham parce que c'est quand même un coach qui a fait des choses et qui a emmené ses Lakers, notamment en finale de conférence, donc il ne faut pas non plus tout oublier. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe autour de JJ Redick sur ce début de saison. L'attaque, c'est top 5 attaque et les Lakers sont top 5 attaque et non seulement dans les ratings mais dans le ressenti aussi. C'est une équipe qui est beaucoup moins prévisible qu'avant, qui sait mieux responsabilité, donc début de saison Anthony Davis. Bon bah c'est bon, hein. On y est. Hein. Candidat MVP et destruction de l'humanité, Anthony Davis. Tout à fait. Et donc du coup c'était une évidence. Il fallait qu'il y ait aussi un petit peu moins de LeBron, parce que LeBron il est un cran en dessous sur le début de saison, on va pas se mentir. Il a un cran un peu en dessous, il a fait de quoi? De ses standards à lui. Ah ouais? Ok, un peu. Allez. Il est sous ses standards. C'est pas pour dire qu'il est mauvais. Oui, c'est juste non, que t'as raison. Il y a un seul vrai gros match. Il y a un très très gros match. Tout à fait, mais sinon, LeBron, il est à 45% au tir, à 20 points de moyenne. Ouais, c'est petit. C'est vrai qu'il déconne. C'est pas. Il déconne. Non, mais tu vois, c'est en dessous des standards de LeBron. Mais bon, il a mis un gros triple-double. C'est à qui qu'il a mis un gros triple-double? Mais il a mis un énorme triple-double. C'était à. Bouge pas. C'était le troisième match. Il a mis un gros triple-double dans la bouche de nos amis les Kings, non? C'est ça. Oui, c'est Sacramento qui a pris un 32-14-10. Ce que je veux dire par là, c'est que les matchs contre Minnesota et donc 2 fois Phoenix ne sont pas incroyables. On s'est même posé la question s'il allait passer la barre des 10 points contre les Suns. Parce que il y avait Ryan Dunn sur lui. Il y avait Ryan sur lui notamment, c'est vrai. Eh oui, mais tout s'explique. On s'est habitué à LeBron omniscient. Et là, on a des Lakers qui sont beaucoup mieux répartis, je trouve. Austin Reeves est vachement bien mis en avant. Rui Hachimura aussi trouve ses spots. Et donc, on va voir ce que donnent ces Lakers sur la durée, mais je trouve qu'il y a déjà des premiers systèmes qui sont formidables pour mettre en avant Dalton Knecht, et pas en termes de scoreur, juste la présence qu'il a sur le terrain en tant que sniper, crée des décalages défensifs. Et je trouve que tout de suite dans le jeu, tu m'aurais dit, les Lakers joueraient comme ça au bout de 10 jours, j'aurais signé tous les jours. Il y a des améliorations défensives très importantes qui doivent avoir lieu, parce que sinon ils vont pas tenir à ce rythme-là. Tout à fait. Donc là, il y a des gros changements à faire parce que tout peut pas être sur le dos d'Anthony Davis. Et alors justement, mais ce qui est très intéressant pour la continuité sur Redick, là où je te rejoins au niveau de l'attaque, c'est que moi, ce qui m'a vraiment surpris, entre guillemets, / fait kiffer, c'est le côté, genre, il y a là beaucoup plus d'attaques qui sont faites à travers Anthony Davis. Oui. Et on attendait il monte la balle, on lui fait un écran. Du coup,
Parce qu'Anthony Davis a un très bon handle. Ah oui. Et du coup, ça pose des problèmes à l'adversaire. Rien que ça, en fait, ça pose des problèmes de ouf. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir ton intérieur, mais en fait, ton intérieur, il défend pas sur l'écran qui roule, il défend sur le porteur de balle. C'est trop compliqué. T'as Anthony Davis qui se retrouve en sortie d'écran avec un arrière sur lui. Ouais. Et tu sens qu'il a eu la vraie confirmation, donc en privé et en public, parce que JJ Redick avait dit il faut que Eddie, voilà, on va le responsabiliser bien et tout en attaque, mais encore une fois, il a parlé et à agir. Et dans les munitions qui sont données à Eddie, c'est vas-y open bar, donc il a été énorme, joueur de la semaine et peut-être le meilleur joueur de NBA sur ce début de saison, hein. En tout cas ouvert au débat, mais c'est compliqué d'aller chercher Anthony Davis. Bah, c'est qui sinon tu peux aller discuter avec Banchero, Tatum, ou je sais pas qui, mais voilà, c'est ces garçons-là. Mais c'est Eddie, il est énormissime. Chatham Green aussi, on va en reparler. Putain. Ouais. Voilà, vache. T'inquiète, j'arrive. Et bref, pour finir, sur JJ Redick, en plus de ça, je trouve qu'il y a des petits trucs mystiques qui le suivent et qui font aussi parfois la création d'un coach. C'est-à-dire Baron Davis qui le croise à la station-service et qui dit qu'il avait sorti son ordinateur pour faire du scouting pendant qu'il était en train de remplir sa caisse d'essence. Ou JJ Redick qui devient un mème sur Internet parce qu'il a checké la température de la salle pour que ses joueurs puissent s'entraîner dans la même température ou qui demandent impérativement des ballons usés plutôt que des nouveaux ballons. C'est des trucs de maniaque, c'est des trucs de grand coach aussi. Des trucs à la Pat Riley comme ça, c'est pour ça que je faisais la blague Pat Riley, parce que aux Lakers, il a débarqué pareil en tant que podcaster. Désolé pour ceux qui n'ont pas l'histoire, c'est un commentateur. C'est un commentateur, c'est un broadcaster. C'est un broadcaster, tout à fait, avec Chickern. Mais voilà, j'aime bien les conférences de presse, j'aime bien qu'ils prennent certaines responsabilités en disant face aux Suns, j'aurais dû faire rentrer certains line-up plus tôt. Voilà, il est peut-être fait pour ce taf, en fait, JJ Redick. C'est peut-être pas mal. Donc je sais pas ce que tu penses toi des Lakers, mais c'est propre. Évidemment, défensivement, on va voir comment les Lakers vont évoluer et comment ils peuvent aider Anthony Davis qui parfois doit se sentir très très seul. En revanche, là en attaque, il se sent pas très très seul. Ah non, ça fonctionne bien et on le répète, comme l'a dit Bastien, en plus LeBron n'est pas encore en route. Ouais, c'est du beau jeu. Donc, si LeBron se met en route, ça devient un vrai sujet de défendre les Lakers. Ouais. Après Pépère, kilométrage, il a fait un été, je crois qu'il était un peu occupé. Enfin, tu vois. Et l'autre, c'est quand qu'il décline en fait. Limite, ça serait normal. Ouais, ou se repose. Bref, on verra. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Conclusion suivante, mon cher Alex. Cheltenham Green est le meilleur pivot de la ligue. Des deux côtés du terrain, en termes d'impact, voire de leadership dans certaines situations, en termes de qualité de choix offensif et maintenant de volume, plus l'impact défensif du type, Cheltenham Green est le meilleur pivot de la ligue. J'attends vos arguments. Voilà, j'ai donné les miens. Il démarre la saison là. Mais... Oh là là. Les chantiers. Et en plus, il a affronté des petits garçons. Hein. Bah, il a joué Jokic. Ouh là là. Jokic. Ouh là là. Non, c'est vrai. Hein. Non, bien sûr. Et puis même quand on l'attendait pas trop contre Atlanta, il nous a mis du sale. Ouais, mais après, contre Atlanta, les pivots... Oui, non, mais après, tous les joueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être présent tous les soirs. Tous les soirs, tout à fait. Tous les soirs. Cheltenham Green, 23,7 points par match. Combien de shoots 13 rebonds. Il prend 16 tirs. Il en met 9, ça fait 56%. Il prend 5-3 points, il en met qu'un. Ça fait que 20%. Oh. Il y a des connades. Il y a aussi que 66% au lancer. Il faut bien trouver des petits défauts. Ce qui est dommage parce qu'il en provoque beaucoup plus que l'année dernière. Il va beaucoup plus au contact et tout. Mais il va falloir qu'il travaille sur son pourcentage au lancer. Par contre, 13 rebonds, 4 contre. Et genre 2-3 passes d'ess là. Plus de l'interception. C'est une terreur en défense. Et là en plus c'est endurci. Il se bat grave au rebond. Tu te dis mais c'est pas possible, il a mangé Hartenstein. En fait Hartenstein n'est pas blessé, en fait Hartenstein a été mangé par Holmgren et du coup il y a les deux en un joueur. C'est dingue. Non, très très impressionnant début de saison de Chet Holmgren qui n'a que 22 ans, hein, je le rappelle, et qui permet au Thunder de tenir son rang alors qu'il y a des petites blessures, il y a des petites choses et tout. Il n'est pas tout seul, attention, hein, mais voilà. Ouais, et d'ailleurs, Jan Williams, pareil, on va attendre de voir qu'il passe la seconde, mais bon, c'est Chet Holmgren là, vraiment, tu peux dire que c'est Shai le meilleur joueur du Thunder, ça y a pas de problème, mais Chet Holmgren sur le début de saison, c'est lui qui met OKC notamment et qui fait, attendez les gars, on va démarrer par un perfect. Moi je rajoute par-dessus ta take. Vas-y. On va pouvoir discuter de la place bientôt de Chet Holmgren parmi les meilleurs pivots actuels, ça vous en faites pas. Par contre, moi je confirme ma take dans la preview. Il y a aucune équipe qui me fait plus peur que le Thunder. Moi, ils me terrorisent.
Et oui, Boston, ils sont très forts ouais. et tout, mais non, bien sûr, ils sont très très forts, Boston, ils sont impressionnants. Mais je parle de me terrifier, le Thunder me terrifie, Alex. Ouais, ils sont dangereux. Ils sont... Ils défendent bien, ils attaquent bien. Ils défendent comme dans mes rêves. Ils sont incroyables en défense. Ouais. Et ils attaquent bien. Incroyables en défense et ils sont même pas au complet. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le truc aussi. Stop. Avec manque Hartenstein quand même, qui est un vrai renfort. Ouais. Non, c'est... Et Canary, enfin, tu vois, ils ont pas encore le full groupe, quoi. Et Jalen Williams aussi, il est blessé. Non, Chet, il fait peur, là. Ouais, il fait peur. Est-ce que pour vous, Chet Holmgren est le meilleur pivot de la ligue ? Après 3 matchs, les Thunder, ça discute. Tu me donnes 2 belles transitions, tiens. Je sais pas par laquelle démarrer. Je vais démarrer par un autre pivot qui lui aussi pourrait être All-Star cette saison. Mesdames et messieurs, Ivica Zubac sera All-Star cette saison. C'est une conclusion hâtive évidemment, mais va falloir qu'on parle du début de saison d'Ivica. Zubac qui est énormissime, évidemment dans la production, parce que ça on le sait, il a envoyé quelques doubles-doubles. Hein. Ouais, c'est un des premiers joueurs dans l'histoire des Clippers depuis Bob McAdoo à l'époque à démarrer ses 3-4 premiers matchs avec 20 points. Il y a 23 points, 14 rebonds, 4 passes de moyenne, avec 16 tirs. Évidemment, là, ça explose. Hein. Tenté par match. Harden aussi, il le sert. Harden le sert. Donc évidemment, c'est pas qu'une histoire d'Ivica. Bravo à ces Clippers qui se fight très bien. Bravo à Chris Dunn qui se défonce, à Derrick Jones Jr., à Nico Batum. À Harden. Hein. À Harden, évidemment, je vais y venir. L'autre... Parce que Harden, on lui a dit, tiens, vas-y, tu fais tourner une attaque, s'il te plaît, comme en 2016 ? Bah oui, il fait. Hein. Moi, je te donne les clés du Shopee, tu m'en fais un centre commercial. Ouais. Alors, pas de problème. C'est un malade. Pas de problème. Ouais. Il est énormissime. J'avoue. Alors que tous les yeux sont rivés sur lui, Harden, génie offensif qui te prend des gars. Et on a déjà vu avec Harden ce qui se passait avec Capella, avec d'autres intérieurs. Enfin, je veux dire, tes pivots. Alors là, il y a des gars qui vont prendre des contrats. Il faut qu'ils donnent un pourcentage à James Harden, je pense. Ah, c'est sûr. Il y a des gens qui ont des maisons grâce à James Harden. Et c'est comme ça, des très très belles maisons. Ivica Zubac en tout cas, a été conservé par ces Clippers. Il fait partie du centre de développement de cette franchise qui a beaucoup bougé, Kawhi, Paul George et tout. C'est un des gars qui est là depuis quand même ses débuts et qui fait le taf. Et qui continue à progresser et qui est pas juste un vulgaire poseur d'écran qui se fait sortir dans des line-up un peu petits. C'est un gars qui a fait chier les Warriors, qui a fait chier Jokic, qui a fait chier beaucoup de gens sur ce début de saison. Et tu sais que Ivica a 20 points et 10 rebonds cette saison, c'est peut-être pas si déconnant que ça si on le fournit. C'est un truc de fou. Fallait la sortir la tech avant la saison quand même. Je pense pas qu'il sera à 23-14, mais je pense que s'il est à 19-10, je ne serais pas étonné. Le mec, il était à 12 points et 9 rebonds l'année dernière. Alors qu'il y avait... parce qu'il y a des munitions qui sortent. Il n'y a pas Paul George et Kawhi n'est pas là. Bien sûr. Mais évidemment, c'est tous les Clippers. Hein. Vraiment, défensivement, il m'épate. Bravo Tyronn Lue. C'est très sérieux. Très bien. Alors qu'il y a beaucoup d'histoires. On a vu ce qui s'est passé avec le... Et offensivement, tant qu'Harden jouera comme ça, ils seront dangereux. Ah ouais, non, il est trop fort. Bravo les Clippers, vraiment. Et Ivica en premier, ça se trouve, on en reparlera dans la section. Vont-ils être All-Star pour la première fois de leur carrière ? Take suivante. Ça serait une dinguerie ici, déjà dedans. J'ai une sorte de double tech. C'est... En fait, les Splash Bros n'ont pas disparu. Ils sont toujours à Golden State. Ou si vous préférez, on va bientôt les retrouver à Dallas. Ah non. Je veux dire par là... Pas les Splash Bros à Dallas. N'empêche que Doncic Clay, là, sur le début de saison, ça claque du 3 points quand même. Hein. Ouais, mais Doncic, c'est pas un shooter, quoi. Ah bon ? Non. C'est un scoreur. Ouais, ça j'entends. Par contre, le Steph Curry Buddy Hield. Ah, alors là, par contre. Là, c'est des Splash Bros, ça. C'est des Splash Buddies. Alors. Parce que Steph Curry, c'est pas qu'un shooter non plus. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, des Splash Buddies, ouais, pas des bros. Mais. On peut pas reprendre Splash Buddy Hield, il est arrivé. On savait déjà que Buddy Hield était un shooter à 3 points exceptionnel. L'autre, il est arrivé à fucking Golden State, dans le spot de Klay Thompson, qui est quand même. Selon Bastien, le 2e ou 3e meilleur shooter de tous les temps, ou je sais pas quoi, là, que tu nous avais dit, là, tu t'étais trompé. Là, non, elle est très belle, Bref, non, mais voilà. Respectons Klay Thompson, catch and shoot, donnez-moi 3 meilleurs que Klay Thompson. Justement, Buddy, il arrive, fait salut, je peux prétendre. Non, mais rien que de pouvoir prétendre. C'est un truc de fou. Ouais, bien sûr. T'as les stats de Buddy, là, sur le début de saison ? Buddy, je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. C'est un grand malade, hein. Un grand malade. Il est chaud. Sur des temps de jeu tout petit. Ouais, il sort du banc et il fait j'ai carton. Lui et Kevin Looney. J'ai 3 minutes. Ouais. Ah bah nickel. Et tu veux des maisons aussi, il va falloir qu'il paye Looney, parce que Looney il lui met des écrans, mon gars. Ouais. Tiens, t'es libre. Ça marche bien, hein, Buddy Hield qui tourne autour de Looney là. Ouais. Buddy Hield, 21 minutes par match, 19 points.
Combien de Will 3 Chamberlain. points il prend? Combien de 3 points il prend? Il prend 8 tirs à 3 Voilà. points en 21 minutes. Et il en met combien? 52%. Voilà. Non, mais c'est ça, on t'en parle. Après, alors, Attends, tout quand à fait. même. Après, et je pense à anti-basketique, c'est aux gens qui ont connu la carrière Bah, de ils vont Bud te le Hield. dire hein, que Bud Hield, c'est l'un des meilleurs shooters à 3 points de tous les temps. C'est factuel. Mais oui, c'est ça. Bud Hield est un meilleur joueur un des meilleurs snipers de tous les temps. Juste qu'il a joué que dans des équipes de bouseux. Ouais, et là, ça change. Et il a ça jamais change. joué On va les voir playoffs où vont aller trop, les quoi. Warriors cette année. Ouais, ouais. Bah, on va voir. Mais en tout cas, voilà. Peut-être bien qu'il y a des Splash Bros à Golden State, toujours en fait. Il y a des splash, il y a des splash collègues. On peut pas dire splash bro. Oui, des Splash Buddies, appelez ça comme vous voulez. Et Clay à Dallas, on en pense quoi? Bah, Clay à Dallas, début de saison, franchement, ça va, intéressant. C'est ça. Intéressant. On dirait C'est qu'ils ont sûr. joué pendant longtemps avec Luka, hein. Lui et Luka. Ouais, bah disons quand t'es un shooter en catch and shoot de la qualité de Klay Thompson, tu te retrouves avec Luka et avec Kyrie. Parce que les deux, ça crée des espaces. Hein. Tu crois? Donc, Klay Thompson est un joueur fabuleux pour utiliser les espaces quand il y a des joueurs qui ont de la gravité, soit balle en main, soit hors de la balle également. Parce que Kyrie off-ball, Fafard qu'on en parle aussi un jour, parce que Kyrie off-ball, c'est quand même un petit peu un délire. C'est un peu un aussi, délire. quand même. Et évidemment, Luka Doncic avec la balle en main et tout. Et donc, Klay Thompson est arrivé, et là, tant que ça rentre comme ça, bah, il y a un poisson dans l'eau, parce que les espaces sont réels. Klay Thompson est un joueur qui sait parfaitement se faire oublier d'une défense et se glisser au bon endroit au bon moment. Et quand tu es au bon endroit au bon moment, avec Doncic, tu reçois la balle. C'est vrai. Ah, le match contre San Antonio, c'était vraiment les mêmes, quoi. Ouf. Genre. La Vas-y, vache. shoot. Ouais, c'est clair. Shoot. C'est clair. Et donc, c'est win-win pour les deux. C'est-à-dire que Doncic, il n'a jamais joué avec un shooter comme ça depuis qu'il est en NBA. Hein, pardon, mais Luka? Luka, jamais. J'aime bien Tim Hardaway Jr. ou des gars comme ça qui pouvaient prendre chaud, mais il n'a jamais joué avec un shooter de cette qualité depuis qu'il est en NBA. Et, pardon, mais Klay n'a jamais joué avec un passeur de cette qualité. Jamais. Jamais. Il a joué avec des passeurs très très forts, aux Warriors et tout. Des Ah, c'est mecs, pour ça qu'il y avait les des Draymond, rumeurs. les Curry sont Ouais, des bien passeurs magnifiques, hein, mais ils n'ont pas le génie de Luka. Ils n'ont pas Non, la non. clairvoyance absolue, permanente de Luka. Tout à fait, c'est pour ça que pendant des années, on attendait Pouah. à ce qu'il puisse y avoir, parce que le papa de Clay, Michael, avait joué chez les Lakers, on se demandait ce qu'allait donner Numéro Klay 1 Thompson. draft, le papa de Klay. Tout à fait, on se demandait ce que pouvait donner Klay Thompson avec LeBron. Bon, bah, c'est la version slovène. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Il est avec LeBronich. C'est bien, hein. Donc voilà, il y a du Splash Bro en fait, il y a du Splash Bro, mais du coup finalement on a plus de Splash Bro avec ce trade. C'est assez fascinant, je suis content que tu mentionnes ce point parce qu'il y a deux trucs. C'est hyper content pour Klay que ça se passe bien, parce que c'est un mec qui a Ça quand même démarre été bien, en tout cas. beaucoup pointé du doigt, genre attention, quitter sa franchise de toujours, et puis Klay, t'as fait beaucoup j'en ai 4 et toi t'en as 0, patati patata. Et je suis aussi très content pour les fans des Warriors parce que il y aura de l'émotion pour le retour de Klay. Bien sûr. Mais Buddy, Waouh. heureusement qu'il fait ce début de saison parce qu'il y avait aussi un scénar, Alex, où Klay Thompson démarre de zinzin avec les Mavs et ça se passe pas du tout bien à Golden State. C'était un scénario, ça, Oui, possible. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf qu'en fait, non, tout le monde est content. Tu te rends compte que Klay Thompson il prend 11-3 points par match à Dallas, il en met 5. Tu sais que c'est un peu comme... Il a fait ça par le passé. Hein. C'est ça, mais du coup ça n'a pas changé en fait, on y est quoi, c'est pareil quoi. C'est très bien. Voire mieux. Parce que 5 sur 11, Klay Thompson, faut que je regarde sa carrière, mais. Parce qu'il avait quand même Curry à côté de lui là finalement. Il a des mecs, il a Doncic qui en prend beaucoup, mais plus des pull-ups. Klay Thompson. Il est monté à 10. Ouais, il est monté à 10. Il en a mis 300. Il en a mis 301 une saison. C'est son plus gros volume en moyenne pour l'instant sur une saison. On va voir s'il le maintient. Mais tu sais que Non, c'est chaud, c'est bien. franchement, Faut continuer. voilà, il y a du Splash Bro. Vas-y. Envoie la tech. Moi, je te l'ai dit, Alex. Hein. On a parlé ensemble. Denver, c'est reparti, il faut reconstruire. Allez hop, ça dégage. En tout cas, Jokic, il a un internet tourné Je à t'en 38 ai points par match. parlé. Denver, en tout cas, et on va pouvoir se marrer et tout, etc. Mais Denver, C'est quoi ce début de saison? top 3 des équipes les plus insupportables à regarder sur le début de saison. On disrespecte les fans des Nuggets, hein. On vous adore. Hein. On adore la franchise, bravo pour le titre, etc. Là, le groupe vit bien, là, ça se passe bien. Là. Ça fait pas 2 semaines qu'on joue, que je vois des grandes têtes baissées, là. Les entrées de Westbrook, les entrées de Dario Saric. What? Avant même de parler des remplaçants, les titulaires. Michael Porter Jr., Jamal Murray. Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Il faut que Nikola Jokic nous fasse encore un match à 40 points pour battre les Raptors en overtime. Et Jamal Murray était dur.
dans le sens où c'est pas terrible, mais tu vois qu'il essaye des trucs et tout. Ah, mais d'accord, il y a eu des runs bons de Jamal Murray. Il a été clutch là contre les Raptors. Oui, mais il faut encore plus là. Mais il faut plus. Michael Porter Jr. Oui, non, mais bien sûr, Michael Porter Jr. Ça va pas du tout, mais. Ouais, c'est quand que. Moi, je les prends Gérard Dor, gros. T'as été mon Gérard Dor, gars. Bah, tu prends un sale curse, hein. Oh là là. Je suis pas en train de cibler Jamal Murray, je dis juste, franchement, là, les Nuggets, on est en train de se reposer sur un Nikola Jokic qui doit faire mais des misères et des misères pour essayer de garder l'équipe dans le truc. Genre face aux Clippers. Comment ça s'est passé? On a soir après soir, moi je souhaite qu'il y ait des bonnes, juste 2 bons cartons consécutifs des Nuggets. Franchement, please. Et puis surtout c'est l'attaque. Moi, à la limite que tu vois en défense, machin, il y a des changements. Bon, voilà. Bah, Christian Brown, très bon taf là sur son intégration en 5 majeurs. Mais en attaque, c'est ridicule. Ça va pas du tout. En attaque, c'est ridicule. Et c'est pour ça que oui. Bazar, moi je m'attendais pas à ça du tout. Bah, c'est pour ça que je rentre aussi mal les Nuggets. C'est pour ça aussi que je rentre dans la gueule de Jamal Murray, parce que Jamal Murray, non, moi je suis désolé, je peux pas m'attendre à. C'est un petit volume, mais quand t'es à 17 points de moyenne à 37% au tir sur le début de saison. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ça, alors oui, il a essayé certains trucs, mais on en a parlé tous les deux. Je souhaite être All-Star, être respecté au niveau All-Star, et que je rentre dans cette discussion-là des meilleurs meneurs et tout. Il a été, encore une fois, incroyable sur des runs de playoff, on reviendra pas là-dessus. Là, c'est déconné. Là, c'est déconné. De rentrer déjà dans le top 15 des meneurs, quoi. Là, c'est déconné. Bon, peut-être qu'il y sera. Je me dis, les variations. Quoi. Oui, non, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Denver, là, à regarder là, sur le début de saison, moi j'en ai parlé avec certains fans des Nuggets, là, c'est la PLS totale. Franchement, normal. Franchement, c'est nul. C'est normal. C'est nul. T'es la pire attaque de NBA. Franchement, alors qu'il y a des gens qui envoient des immondices. Attends, t'es la pire attaque de NBA, t'as Nikola Jokic. Nikola Jokic, mon gars. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Et alors, oui, en effet, t'as affronté une très bonne défense des Clippers qui peuvent te faire baisser ta ligne et tout, mais s'il vous plaît, c'est pas sérieux. Ils sont pas bons, il y a des. Je vois des signes qui me frustrent et m'inquiètent de Mike Malone qui prend des early temps morts parce que chacun regarde ses pompes et lui, il est en train de marmonner des. Ils vont sortir les doigts du cul, ces connards ou pas? Ouais, et pour lui aussi, peut-être il peut se sortir les doigts. Il peut sortir aussi les doigts parce que Mike Malone, il a le droit de proposer des trucs différents. Tout à fait. Il n'est pas obligé d'attendre toujours que Jokic fasse la différence. Hein. Absolument. Mais on est en train aussi de voir gentiment, et c'est déjà une take de début de saison, que quand, par rapport à l'équipe titrée, t'as commencé à enlever du spacing parce que t'as mis Westbrook dans ton équipe, que Dario Saric est plus un squelette vivant sur le terrain, et que tu n'as plus les Bruce Brown, KCP ou même des Reggie Jackson, on était bien contents à certains moments, Jeff Green aussi, qui pouvaient aider. Là, la Denver, là, là, je suis désolé, il faut un vrai bon match, un bon match déjà, parce que là, c'est pathétique, là c'est ridicule. Ça va pas, là. Donc évidemment, je vais pas parler de faut reconstruire, mais là, la Denver, là, ne nous pétez pas. Tu sais, quand on a commencé à dire ouais, LeBron, faut lui mettre des snipers, comme ça il peut être bien et tout, ne nous pétez pas des saisons prime de Jokic, là. Parce que on a eu peur de dépenser pour certains et tout. Arrêtez. D'ailleurs, Jokic, faut lui mettre des snipers. Parce que Christian Brown, moi je l'aime bien. Hein. Il fait un très bon début de saison. Il est très polyvalent. Ouais, mais il space pas. Il est pas assez dangereux. Non, bien sûr. Et moi, j'ai pris Julius Randle en Gérard et je pense que ça va prendre un peu de temps, mais que la saison va se lancer. Mais oui, Michael Porter Jr., il en prend 7 par match. Il est à 20%. Ça ne va pas. Heureusement, Aaron Gordon, il est à 43%. Mais on a joué même pas 48 heures que Nikola Jokic, il a dit on n'est vraiment pas une équipe de snipers. Personne s'est shooté, il a dit. Et c'est lui, le match après, face aux Clippers, qui rentre 7 tirs à 3 points, record en carrière. Ouais. Oh les gars, là. Denver, c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Moi, je reparlerai des Nuggets, mais que s'ils jouent sérieusement au basketball. Je suis désolé. Ça me va. Éclaté leur début de saison. C'est nul. Rendez-vous pour la preview 2025. Nul à chier. Les decks suivantes, ils m'ont saoulé. En septembre. Je t'en prie. C'était sûr, hein, mais DeRozan et les Kings, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Ça marche pas. Hein. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas faute d'avoir prévenu. Ouais, exactement. On en a parlé dans la preview. On se posait des questions. On se demandait si DeRozan c'était, le bon recrutement pour cette équipe des Kings. Force est de constater que c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est-à-dire qu'en attaque, t'as 3 mecs à 22, 23, 24 points là. Super Keegan. T'as un super progrès, le handle et tout de Keegan Murray, mais défensivement, c'est complicado quand même, hein, j'ai l'impression. Il a pas amélioré la défense. Comment ?
Non, DeRozan, il n'a pas amélioré. J'ai regardé les ratings, mais j'ai l'impression quand même. Non, il y a plus de lancers provoqués, ça c'est chouette. Bon. La pace, en gros, si je devais être un peu dur, là je troll un peu, DeRozan, ça va pas marcher et tout, mais en fait le vrai truc c'est que attention à ce que ces Kings qui avaient une identité de jeu très forte il y a 2 ans, qui leur permet d'aller en playoff. Bon, ça perd en 7 contre les Warriors, tout ça machin, et puis l'année dernière c'est pas passé comme ils voulaient, tout en play-in et tout, ok. Mais ils avaient une identité forte autour du duo Sabonis-Fox. Là, forcément, tu recrutes DeRozan, tu lui fais de la place dans ton trio. Sauf que le style, et on en avait parlé dans la preview, le style de jeu de DeRozan est quelque chose qui va demander du temps à assimiler, qui va demander, et donc il y a des choses que DeRozan fait déjà très bien, ça va chercher des lancers, derrière les écrans de Sabonis, il est là, il se retrouve, il poulotte à 5,50 m, bon ça on sait, c'est des lay-ups, tout ça, ok très bien. Par contre, en termes d'identité de jeu, bah il y a un peu un côté le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que est-ce que c'est ces Kings-là vraiment qu'on va voir, c'est-à-dire une attaque forte, mais voilà, une défense average moins, et puis une pace, on sait pas trop s'il joue vite ou s'il joue pas vite ou quoi. Tu vois, est-ce qu'on va toujours être dans l'hésitation ? Voilà, là il y a rien de catastrophique, ils ont joué 3 matchs, ils en ont perdu 2, ils en ont gagné 1. Bon, écoute, on verra bien comment on va continuer la saison, mais il y a ce petit feeling là que on aimerait bien, je sais pas. J'aimerais bien des choix plus tranchés. Et les choix plus tranchés autour du jeu de DeRozan en 2024, ça va pas être facile. Tu veux dire qu'une équipe de DeRozan serait mid ? Ouais. Mais les bras m'en tombent. Mais le problème, c'est qu'il faudrait pas que les Kings soient une équipe de DeRozan, justement. Il faudrait que ce soit l'équipe de Fox et ou de Sabonis, avec DeRozan en 3e lame. Là, ce qu'on voit sur ce début de saison, c'est, et ça part d'un bon sentiment, c'est des Kings qui ont très envie d'intégrer DeRozan, qui ont envie de lui filer du ballon, et on voit bien les mecs s'écartent et tout. Je suis pas sûr que ça soit le chemin qu'il faille suivre pour les Kings. Voilà, je suis pas sûr. Je valide totalement ta plaidoirie. Voilà. Pas sûr. Allez, on va leur donner du temps, mais les gars... Ah ouais, non, par contre, il faut du temps. Les gars, c'est Fox et Domantas. Si DeRozan ne met que 17 points par match, c'est pas grave. Du moment qu'il est clutch en fin de match, ça va. C'est pas grave. Tu vois ? C'est pas grave. En gros. Ouais. Content pour qu'il gagne. Parce que c'est bien. Voilà, les progrès au handle, là... Ouais, c'est très bien, surtout, ouais. Ouais, mais le handle, là, c'est nouveau, ça, là. Ouais, bah... Là, l'autre, il drive, main gauche, Glack, il te colle un petit step back au niveau de la ligne de lancer, tu fais, attends... C'est qui ? C'est Kawhi le... C'est... Bien sûr, c'est Kawhi. C'est Kawhi Murray ou c'est comment ? Bref. Non, les Kings, je suis inquiet. Il y a que 3 matchs, mais je suis déjà inquiet, moi. Ah ouais ? T'as sorti le mot inquiet, là ? Ouais, je suis inquiet. Moi, ça date de la preview. C'est cool. T'as quelque chose pour enchaîner ou Ouais, bien sûr. Bon, ça c'est vérifié, hein, je suis désolé. Wemby sans Devin Vassell, c'est Enes Kanter. Allez hop. Enes Kanter en grand. Enes Kanter, ouais. Enes Kanter avec un sponsorship chez Nike. Enes Kanter grand. C'est ça. Bol avec un partenariat chez Nike. Non, évidemment, début de saison de Wemby, on n'est que sur 3 matchs. Hein, mais on a eu un peu les... C'est pas ouf. Tout dépend de comment on regarde dans la globalité. Moi, je veux bien l'avis des gens. On a posé la question sur les réseaux sociaux et je veux bien ton avis sur le... Je te file après le micro sur le début de saison de Wemby. On a 3 matchs. Il y a eu un match... En fait, défensivement, l'assise, elle est déjà là. Le mec est terrifiant. Donc ça, les Spurs l'ont bien compris et il est au centre de toutes les directives défensives possibles et imaginables. C'est pas pour autant d'ailleurs que la défense des Spurs est si performante, mais ça va peut-être venir. Non, tout à fait. Mais lui, en tout cas, bouge des trous d'une manière assez vilaine. Il couvre du terrain. Dans la patience à bien des égards et dans le jeu de passe pour ses coéquipiers, il y a eu des choses, moi j'ai trouvé. Un peu trop de pertes de balles. Maintenant, dans les pertes de balles, dans les choix de tir et dans la distance entre Victor Wembanyama et ce qu'on appelle l'arceau, je suis pas tout à fait serein sur le début de saison des Spurs. Je trouve qu'il y a des difficultés déjà à lui trouver des spots répétés et auxquels il peut s'attendre. C'est encore un tout petit peu trop freestyle pour moi, offensivement. Je crois que Chris Paul, ça a réglé tout ça. Et donc, Devin Vassell. C'est-à-dire que le partenaire numéro 1 de Wemby n'est pas là sur le début de saison, il faut aussi le constater. Donc c'est pour ça que ma take, c'est un peu, voilà, sans Devin Vassell, c'est Enes Kanter, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai hâte de voir le retour de Devin Vassell parce que l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Et je pense que cette itération des Spurs du début de saison ne peut pas être vraiment jugée sans qu'il y ait Devin Vassell sur le parquet. Je veux voir Wemby, Devin Vassell, Chris Paul avec Harrison Barnes et compagnie.
Vu qu'il n'est pas là, ça crée des décalages. Et c'est un niveau de talent quand même énorme. C'est le deuxième meilleur joueur des Spurs. Bill Russell. Donc, tu vois, on parle pas d'une petite absence sur début de saison. Donc, voilà. Je sais pas ce que tu en penses en tout cas du début de saison de Wemby, mais je trouve que les shoots, il y en a un petit peu trop encore à 3 points. Ça va se régler. On va donner un petit peu du temps pour que Wemby se mette en chauffe. Je savais pas trop ce que voulait dire Pop par le côté, attention, fatigué. J'en ai parlé avec certains. Été long, saison longue, mais bon, il est jeuneau, donc va falloir se lancer. Il y a eu un très bon match face aux Rockets. Il y a eu un match moins bon face aux Rockets. Et il y a eu un match pas bon, je me permets, face aux Mavs. Donc, hâte que la saison de Wemby démarre vraiment. Dans la régularité. Qu'est-ce que tu penses du saison de Wemby, début de saison? D'accord sur le côté défensif. Sur le côté offensif, je suis effectivement les choix. Juste les spots, je trouve. Les choix, les spots, tout ça. On aimerait le voir moins shooter à 3 points. On aimerait le voir plus écran et rouler. Il est tellement grand qu'il y a moyen de le servir en hauteur. Il y a des ballons que lui seul pourra aller chercher et tout. Les défenses se sont ajustées aussi, ça y est. Les défenses se sont ajustées. Je maintiens que je pense qu'effectivement il manque Devin Vassell, mais je pense que Chris Paul ne peut plus, moins en moins, faire ce boulot et qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui sait vraiment le faire. Enfin, au niveau de la main, ça va être un sujet pour accompagner Wemby qui va, j'espère pour lui, le poursuivre le moins longtemps possible. Je ne pense pas que Chris Paul va régler ça. Non. Et après, il faut aussi avoir conscience que les Spurs, c'est un process. Oui, c'est un process en cours. On n'est que dans la 2e année du projet Wemby. Je sais qu'on est tous impatients et tout, et qu'on le veut trop dominant et tout, mais les défenses se sont ajustées. Les types jouent dur sur lui rentrent dedans. Tout le monde veut lui mener la vie dure, c'est l'alien et tout. Et ça, il doit s'adapter, Victor. Et il doit répondre sur le terrain par de meilleurs choix. Je pense que tu l'as dit. Le vrai sujet, c'est les choix. Je trouve qu'il y a des choix et c'est dans les deux sens. Je suis content de le voir mettre des tirs du logo. Hein. Ouais. Mais en fait, en vrai, je m'en fous. C'est spectaculaire, mais c'est... Préférais qu'ils le prennent pas, celui-là. Ouais, et c'est pas trop en adéquation avec ce qui a été dit, ou en tout cas ligué sur le travail au poste avec le staff des Spurs cet été. On l'a plus rapproché du panier. Je trouve que ça manque de cohérence entre ce qui a été dit et ce qui est appliqué. Il y a le poste et il y a le fait de le voir en mouvement vers le cercle et être servi dans des situations où il n'a pas de dribble à poser, ou peut-être un, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais là, c'est officiel. Hein. Là, Alex en parlait, et je disais juste avant, on a vu ça notamment avec du Blake Griffin, qui avait fait une saison rookie extraordinaire et qui a été attendu avec des couteaux, des lames, des katanas et tout. Ah bah là, il a attendu de ouf. Tout le monde est dessus. Tout le monde est sur le dos de Victor. Parce que faire sortir Victor de son match, le lendemain, tu as une augmentation. Et puis tu vas les Spurs. Et puis tu es sûr de battre les Spurs quasiment. Complètement. Parce qu'après, les Spurs autour, c'est quand même plus compliqué. J'ai une dernière take. Non, pardon, c'est à toi. Excuse-moi. Moi aussi, j'en ai une dernière. Vas-y, je t'en prie. Les Pélicans vont devoir prolonger Brandon Ingram. C'est une évidence. Tu vois, on hésitait pendant les previews, on se demandait. Là, tu vois, Zion ne réussit pas bien son début de saison. Les Pélicans, ça va, le début de saison. Après, ils ont joué que 3 matchs. Hein. On verra. Et Brandon Ingram, il est au cœur de ça. Bim. Allez. C'est l'équipe de qui 33 points sur la bouche de Chicago. Parfait. 21 points contre Portland. Et le game winner. Et le game winner, très beau game winner. Bon, après, là, ça s'est moins bien passé au deuxième match de suite contre Portland. Il a joué, il a mis que 14 points. Après, à sa décharge, il avait un Denny FDA bien énervé sur lui. C'est vrai. Et dans ce qui est intéressant et que j'ai bien aimé, c'est le côté rebond passe de Brandon Ingram. On sait qu'il est capable, hein, c'est un ailier très polyvalent, long, athlétique et tout. J'aime bien le fait qu'ils viennent beaucoup aider au rebond. On en avait parlé pendant la preview, les Pélicans, la raquette en elle-même, là notamment lors des 2 matchs contre Portland, on a bien vu DeAndre Ayton se régaler et Donovan Clingan, à chaque fois qu'il rentre, t'es là, on dirait qu'il fait 8 têtes de plus que toute la Louisiane, là. Ça, c'est pas bon, on sait que ça va être dangereux pour eux. Je trouve que Brandon Ingram, il vient mettre sa contribution à ce niveau-là. Donc, je sais pas si les Pélicans vont prolonger Brandon Ingram, on sait pas où ça en est et tout, mais en tout cas, vrai début de saison, il rappelle à tout le monde qui il est, lui. Hein. Lui, il agit pour avoir le jackpot, ouais. Et puis ça donnera peut-être des idées aux Pélicans. Et puis heureusement, parce que Zion, son début de saison... ah oui, non, bien sûr. On n'est pas en train de s'enthousiasmer quand même, là. On ne s'enthousiasme pas, non, tout à fait. C'est vrai que les Pels, encore une fois, ils ont encore le cimetière sur eux. Ouais, ils ont pas de peau. Dejounte Murray. Trey Murphy, Dejounte Murray, tout le monde. Ils ont pas de peau. Mais Yves Missy qui a essayé un peu. Ouais, Yves Missy, son premier match, c'est super. Ouais, c'était bien. Mais ouais, Ingram, c'est intéressant parce que c'est vrai que pendant l'automne, on se disait, enfin début d'automne, on se disait,
Ça va se transférer ou pas? Qu'est-ce que... Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce projet Pélican, mais peut-être que Brandon Ingram peut en effacer certaines. Voilà. Moi, j'ai une autre certitude, et c'est ma dernière conclusion native. Franchement, je pense qu'on peut l'acter. Le Utah Jazz sera la pire équipe de la NBA cette saison. Oh la vache. Ouais. Oh, c'est fort. Il y a des équipes qui se battent. Détroit se bat. 4 matchs, 4 défaites. Portland se bat. Ils essayent de se donner, ouais je suis d'accord. Et Utah, on est en novembre, on a déjà quitté. C'est vrai que... Et en plus, le pauvre Tyler Hendricks. Alors, pensez pour Tyler Hendricks, n'allez pas voir... Il n'est pas mort, mais n'allez pas voir les images. N'allez pas voir les images, parce que Tyler Hendricks, normalement, les jambes, c'est comme ça. Gordon Hayward. Ouais, c'est pas comme ça, les jambes. Djibril Cissé, Gordon Hayward, là. Très très sale, pensez pour lui, saison terminée. Mais par contre, oulala, Willardy, là on est bien là, Mark Cannon, on sait pas trop, qui a ses spots, les rotations, les jeunes. Savo, tiens, vas-y, joue. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Répartition des shoots. Allez, on va dire que c'est Keontae George qui en prend le plus. Il a 27% de réussite au tir sur le début de saison. 27%. Il a 27% au tir, 24% à 3 points. Laurie Markkanen, qui est un très mauvais sniper, on le sait depuis longue date. Hein. Il prend 16 tirs, il a 36% de réussite. Après, le mouvement de balle, c'est une cata, côté Utah, vraiment. John Clarkson, c'est le 3e joueur qui prend le plus de shoots. Il en prend 12. John Collins, il en prend 12. Tout ça, c'est sous les 40%. Il n'y a que Walker Kessler qui rentre. Colin Sexton aussi. Sinon, c'est nul. Ils sont pas là pour gagner. C'est nul. C'est la bonne saison pour pas être là pour gagner. Donc bravo Utah. On va voir s'ils vont tenir. Mais oulala, quelle entame du terrible Utah Jazz. Projet Cooper Flag. Ils sont nuls. Ah ouais. Ils sont nuls. Ah ouais. Danny Ainge, il a fait haut. Me faites pas rater Cooper Flag. Ouais. Même notre ami Cody Williams, il a du mal à s'exprimer. Enfin, celle-là, c'est vraiment... Toutes les bases sont posées pour faire que de la merde. Évidemment, ils vont me faire mentir, ils vont envoyer un run en décembre. Mais... Permets-moi d'en douter. Ah, un run pour faire les courses, ouais. Ah, ils sont mauvais. Oh, que c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas bon. C'est à défendre sur le... Je pense que toi et moi, on peut lockdown le Jazz en attaque. Impeccable. Ouais, franchement... moi, je laisse shooter Keontae George, comme ça, je suis peinard. Je fais... Oh, t'as raté. Réussite globale, encore une fois, c'est que 3 matchs. Hein. Réussite globale au tir de l'équipe, 38% au tir, 28% à 3 points. Alors, un soir, ça va. 3. 3, c'est beaucoup déjà. 3, c'est déjà beaucoup. 3 est à l'écane, normalement. Tu sais, t'as pas mal aux jambes pour appuyer. Attention, le Jazz. Ouais. Allez, Fire Bullets pour finir, à l'ouest. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'en a pas lâché trop sur sur nos amis les Wolves. En fait, les Wolves, c'est eux qui ont gagné le trade. Alors, Randle, c'était la meilleure pièce de ce trade. C'est évident. Hein? C'est beaucoup mieux que Anthony Towns. Bon, déjà, quand on avait fait l'apéro sur le trade, rappelle-toi, j'avais dit hop, on enterre un peu vite Randle, statistiquement parlant et tout. Il y a eu des phases, moi j'ai vu tous les matchs des Wolves depuis le début de saison, il y a des phases où t'es là, tu reconnais bien Randle, quoi. Le mec sait pas où se placer en défense, en attaque, il colle le cul du porteur de ballon ou du poseur d'écran, c'est l'enfer, il n'y a aucun spacing, mais il y a eu aussi beaucoup de phases de jeu où, mine de rien, les Wolves, il y a eu de l'alternance avec Anthony Edwards pour le côté balle en main. Il y a eu un Randle qui est là, il a une mismatch, il en profite, il enfonce son adversaire, il va au cercle comme ça. Sacramento, il leur a fait quelque chose. Hein. Tu vois? Oula. Donc, mais ça, fait plaisir. C'est nouveau cette alternance. Anthony Edwards et avec ce début de saison en plus de Conley qui est pas ouf, les rookies où on voit bien Chris Finch là, il cherche un peu, il tâtonne pour intégrer du monde et tout. En fait, le ball handling et la création pour lui-même ou pour les autres de Julius Randle va leur servir. Je suis épaté qu'il soit aussi bien physiquement. Et ils n'arrivent pas si mal à le cacher en défense. Oui, c'était pas sûr, tout à fait. C'était pas sûr qu'il soit en pleine santé pour la reprise. Il est en pleine santé pour la reprise. Il est en pleine santé, là. Ah ouais, je te confirme. Demande à Sabonis. Hein. Il est en parfaite forme. Encore un qui est à côté de Gobert, c'est plutôt complémentaire. Ça marche bien, ouais. Franchement, bien, au rebond, Randle Gobert, tu sais que... Rudy aussi, là, il démarre bien. Bien sûr. Donc ils ont gagné le trade. Houston, on sait pas à qui est l'équipe. Toujours pas. On a fait des extensions, on reparlera des prolongations de contrat là bientôt. Mais bon, là ils sont passés par San Antonio pour faire la doublette. On se déteste, viens, on se tabasse sur la gueule. Houston, moi j'ai besoin de plus de matchs là pour juger Houston. Jalen Green, il nous a salopé. Hein. Il vous a sali. Hein. Ah ouais, il a salopé. Très beau match. Mais je sais pas quel soir, si c'est Alperen ou si c'est Jalen. Alperen non plus, visiblement. Et Jalen Green non plus. Mais Jalen Green, la différence, Jalen Green, il a produit. C'est qu'il s'en fout. Il a produit, ouais. Très bien, Jalen Green. C'est pas mon soir, mais je vais prendre les shoots quand même. Pas de problème.
Très content de vous annoncer mon arrivée chez les Grizzlies. Ça y est, j'ai signé un contrat de 4 ans. Magnifique. Et ben n'empêche que, tiens, tu veux de la conclusion hâtive, Jay Huff et Scottie Pippen Jr. Dans le banc autour duquel on se posait des questions chez les Grizzlies, bah c'est vachement bien. Bah moi le petit Pippen Junior j'aime bien. Non mais franchement. Ouais, mais est-ce qu'on peut la parler... génétique, c'est pas qu'une légende, hein. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler aussi de mon début de saison, s'il vous plaît? Ouais, Jay Huff, c'est vrai que c'est pas mal. Mon J'avoue, gars. Jay Huff, c'est pas mal. What? Ouais, j'avoue. Des En plus, Rivers. et en plus, il y a des spots à prendre hein, dans la raquette des Grizzlies, là, voilà. Sure. Non, c'est bien ça. Jay Huff, Scottie Pippen, j'ai bien aimé. Mais après Memphis, on va attendre un peu parce que merci Taylor Jenkins pour les rotations. On comprend rien. On comprend rien. Oulala. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah là, d'ailleurs, le comeback qu'ils ont pris contre les Bulls, là. Ouais, c'était un peu. Ouais. Et qui on n'a pas fait? Portland. Bon, pourtant, je pense qu'il n'y a aucune conclusion hâtive à faire. Voilà. Jeremy Grant vaut son contrat. C'est une certitude. Non. Si. Non. Ah si. Bon. Ah, c'est un très très beau contrat à trader, ça. Oui, voilà. Eh, mais il met ses 20-25 points là, tu vois, là. Ouais, mais n'empêche que oui, bien sûr. Il va les mettre, C'est un Jeremy bon Grant. joueur. Hein. Et c'est sur ces magnifiques paroles que les conclusions hâtives de l'Ouest vont être terminées, bouclées, comme on dit. Si vous en avez, vous, bien évidemment, il faut les balancer. On vous attend dans les commentaires, car le réflexe ce sera le même. Dans 6 mois, on revient sur cette vidéo, on fait pause, on va dans les commentaires et on se marre. Qu'est-ce qui va se confirmer? Qu'est-ce qui va changer? À vous de nous le dire. Léonce, Alex et Bibi, on fait des gros bisous. On se retrouve bientôt. C'est qu'on revient bientôt. Ouais, pour d'autres apéros. Avec d'autres apéros, puis peut-être un petit concept de début de semaine. Enfin, une petite émission de début de semaine. On verra. Peut-être. Si On vous va êtes voir. sage. Allez, on vous fait des bisous. Ciao. À très très vite. Ciao.